Tu lances. Let's go. Let's go. Bonjour à tous, à ceux qui nous ont rejoints et à ceux qui vont nous rejoindre. Bienvenue à ce premier webinaire consacré à l'économie sociale et solidaire, premier webinaire des AFR, les acteurs de la finance responsable. Donc, ça sera un webinaire trimestriel puisque, comme son nom l'indique, nous nous retrouverons tous les 3 mois et le prochain rendez-vous sera fixé donc fin janvier. Voilà, je pense qu'on communiquera dans quelques semaines sur la date et le thème du prochain événement. Alors, tout d'abord, les AFR. Qui sommes-nous pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, les AFR, nous sommes les acteurs de la finance responsable avec nos 4 fondatrices, dont Olivia, qui est là. Donc, Olivia, Josette, Patricia et Sarah, qui ont créé il y a un peu plus d'un an cette association de façon à être une voix qui compte dans le milieu de la finance et expliquer qu'on peut faire de la finance d'une façon différente. C'est une association qui a bien pris, qui intéresse, et ça prouve que ce sont des sujets qui intéressent, puisque après un peu plus d'un an, il y a plus de 200 membres, donc 40 membres ambassadeurs, 170 membres adhérents, qui sont regroupés autour d'une idée. Être une voix qui compte donc dans le milieu de la finance responsable. Et la finance responsable, il faut se dire, pour rassembler autour de cette idée, que c'est tout sauf un oxymore. Et oui, la finance peut être responsable. Dans l'émission aujourd'hui des acteurs de la finance responsable, on va s'intéresser surtout à la deuxième mission qui est celle d'informer. C'est l'objectif de ce webinaire. Aujourd'hui, sont connectés des gens qui peuvent soit s'intéresser à l'économie sociale et solidaire parce qu'ils peuvent être intéressés par investir dedans, ou alors des gens qui sont plutôt du côté des conseillers, donc plutôt essentiellement des conseillers en gestion de patrimoine aujourd'hui, qui eux peuvent avoir tendance à justement intégrer dans leurs conseils, dans leur démarche, dans leur stratégie, tout ce qui est lié à l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est ça également les acteurs de la finance responsable, être une voix qui compte, également être dans cette logique d'information et de formation, association et financement de l'association totalement indépendant, bien évidemment, c'est toujours bon de le rappeler. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est quoi? Première étape. Bien, je me suis demandé comment vous en donner une définition, une bonne définition, et je me suis tourné vers une association qui est chère à l'une des 4 fondatrices, qui est Josette, qui est le Labo de l'économie sociale et solidaire, qui est une association qui promeut justement cette économie sociale et solidaire. La définition est un petit peu brute vue comme ça, mais on va en parler et vous verrez, ça passe tout de suite mieux. L'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble de structures. Ensemble de structures, ça veut donc dire que ce n'est pas que des entreprises. Ça peut être des scopes, ça peut être des coopératives, ça peut être des mutuelles, ça peut être des choses extrêmement diverses, qui reposent sur des valeurs et des principes communs. Valeurs et principes communs, la première des valeurs étant l'utilité sociale. Le premier objectif d'un investissement ou d'une action dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas le taux de rendement interne. Combien je vais gagner grâce à ça? Ah, j'ai fait 7, tu as fait 8, zut, je vends mon 7 pour avoir ton 8. Ce n'est pas du tout l'idée de l'économie sociale et solidaire. Le premier objectif, c'est d'être utile et d'avoir un impact social et sociétal. On est aussi dans une logique de coopération. On n'est pas là pour s'affronter les uns les autres, on n'est pas là pour être dans les uns contre les autres avec une compétition exacerbée. L'objectif, c'est justement d'être dans une logique de coopération pour aller le plus loin possible et avoir l'impact le plus fort possible, et toujours avec un ancrage local. Un ancrage local justement pour les territoires et les habitants, en se disant que l'objectif, c'est, à faire un peu caricatural, c'est pas en agissant depuis mon paradis fiscal et en faisant des actions en métropole ou en France qu'on va avoir un véritable impact. L'objectif premier n'est donc pas l'enrichissement personnel, mais bien d'agir pour une économie respectueuse de l'homme et de l'environnement. Et là, on en rejoint même les objectifs des acteurs de la finance responsable. Notre webinaire du jour, nous avons donc convié Habitat et Humanisme. Pourquoi Habitat et Humanisme? Parce que pour moi, ça fait partie des associations, des fondations, des mouvements qui sont une référence, parce que déjà ça fait plus de 30 ans que Habitat Humanisme existe, qu'ils ont développé, qu'ils ont prouvé un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, les faire intervenir sur ce premier webinaire de l'économie sociale et solidaire, c'était aussi le meilleur moyen d'avoir un acteur de référence qui permettait d'illustrer notre propos. Et ensuite, on va faire un exemple local. J'aime bien donner la parole à ceux qui ont les mains dans le cambouis. Donc cette fois-ci, on va partir du côté de Bordeaux avec Paul Ajus,
donc, qui est responsable financier local, qui va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau d'Habitat Humanisme en Gironde. L'association, pardon, je n'ai pas dit dans un premier temps, Habitat Humanisme sera présentée par Lydie Crépé, donc, qui est responsable donc, du développement des ressources d'Habitat Humanisme. Merci à vous deux d'être là. Et ensuite, on va parler des applications à la gestion de patrimoine. Donc ça, c'est mon métier à la base, donc c'est moi qui vais m'en charger pour le coup. Les applications à la gestion de patrimoine, puisque donc, c'est ce qu'on disait, vous qui nous regardez aujourd'hui et qui nous écoutez, vous êtes soit du côté des investisseurs potentiels, soit du côté de ceux qui conseillent. Donc, on va essayer de faire quelque chose accessible à tous. Lydie, je te cède la parole. Merci François-Xavier et merci effectivement de me donner l'occasion de vous parler à tous d'Habitat Humanisme et de ce qu'on peut avoir comme lien avec vous, de notre ancrage ESS. Donc effectivement, Habitat Humanisme et la finance solidaire. Je vais vous parler moi plus de la présentation de ce qu'on est et du label Finansol. On parlera après des produits. Est aussi là David Bourdonnais qui travaille avec moi sur la gestion patrimoniale et qui pourra répondre à tous vos besoins ultérieurement. Alors, Habitat Humanisme, comme le disait très bien François-Xavier, on est là, on est un pionnier au niveau de l'ESS. Ça a été fondé en 1985 par Bernard Devers à Lyon. Bernard Devers qui était promoteur immobilier et prêtre et qui a fondé cette association pour réconcilier les deux côtés de sa personnalité, réconcilier l'économique et le social. Et notre mission, vraiment complète, c'est de faire de la réinsertion de publics fragiles par le logement. Et à savoir que Habitat Humanisme, si vous voulez garder 3 mots importants de ce qu'on est, et ensuite je vous parlerai de ces 3 métiers qu'on voit là, le premier, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans le logement, on fait du logement très social, mais on accompagne, on fait du logement accompagné, c'est là où on est différent d'un bailleur social. Premier mot, l'accompagnement. Le deuxième, c'est la mixité sociale, c'est-à-dire que l'idée de départ de Bernard Devers, c'était de dire je ne veux pas rajouter de la précarité à la précarité. On permet à des personnes fragiles d'être logées au cœur des villes, dans des habitats de qualité. Et là, on leur permet vraiment de repartir et d'avoir un point d'ancrage important. Et puis, donc c'est le deuxième mot, cette mixité sociale. Et le troisième, c'est l'innovation. Et là, on aura l'occasion d'en parler. On a 3 métiers aujourd'hui, après ces 36 ans. On a ce métier de base de réinsertion par le logement, dont on a parlé, avec un parc de pratiquement 9000 logements, une partie qui nous appartiennent par les foncières, une autre par des propriétaires solidaires dont on en a le mandat, on en reparlera. Le deuxième métier, c'est tout ce qui est le prendre soin, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux soins et plus spécifiquement aux soins vers les personnes âgées. Donc, c'est le bien vieillir. Et on a dans le mouvement Habitat Humanisme un réseau d'EHPAD. On a une 40aine d'EHPAD dont on a la gestion et des résidences intergénérationnelles. Et on réfléchit, toujours dans cette idée d'innovation, à tout ce qui peut accompagner la personne âgée, la rendre, la laisser indépendante, lui maintenir son autonomie le plus longtemps possible. Et le troisième métier, qui est plus récent, c'est 2015 à peu près, c'est tout ce qui est l'hébergement temporaire, hébergement d'urgence, lié notamment au public de migrants. Voilà, pour vous faire un peu un panorama rapide de nos 3 métiers et de ce qu'est Habitat Humanisme aujourd'hui. Et du coup, si on continue la slide suivante par quelques chiffres pour donner un peu en termes de taille, ce qui est devenu Alors, on parle de mouvement parce que dans Habitat Humanisme, finalement, ce n'est pas une association, c'est 56 associations sur 80 départements, donc des associations qui s'appellent Habitat Humanisme, comme l'Habitat Humanisme Gironde, au travers de Paul qui parlera tout de suite après. C'est 56 associations, une fédération dont on fait partie, David et moi, pour justement être en support des associations aidées au développement. C'est 2 sociétés foncières qui nous permettent d'avoir un patrimoine d'environ 5000 logements. Donc, la société foncière Habitat Humanisme, qui est plus la société historique basée sur la partie logement, et la foncière EHD, qui est plus sur la partie vieillissement et EHPAD. Et ensuite, le reste des logements ne nous appartiennent pas, et à peu près 4000 qui vont jusqu'aux 9000 logements, et appartiennent à des propriétaires privés, des propriétaires solidaires, dont on parlera un peu plus loin, donc je ne reviens pas plus spécifiquement.
Et voilà. Et ce qui est important aussi à retenir, Habitat Humanisme, c'est l'impact qu'on a. Et c'est depuis le départ 24 000 familles, ou même 28 000 familles qu'on a logées dans ce dynamisme de la réinsertion, c'est-à-dire qu'on accueille les personnes pour les aider à repartir ensuite dans du logement social classique. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui restent indéfiniment chez nous. Voilà, et quelques exemples justement des lieux d'accueil des personnes chez nous. Vous voyez qu'on est assez varié. Donc, on a de l'habitat complètement diffus. Donc, on peut être propriétaire d'appartements dans un immeuble, on est propriétaire d'un appartement, c'est de la mixité sociale complète, ou on a des petits collectifs, c'est un peu ce qu'on voit là sur la slide, des résidences intergénérationnelles, comme leur nom l'indique, on mixe les générations. On peut mettre par exemple des jeunes, des familles monoparentales, des personnes âgées. Et on essaye que le fait de vivre ensemble aide chacun à se sentir mieux, à aider l'autre. Tout ça est bien sûr organisé. Du bigénérationnel quand on a 2 générations. Et puis après, des logements qui peuvent être sur une spécificité, par exemple une résidence sociale pour des jeunes ou autre. Et on a aussi un exemple d'EHPAD. Voilà un peu pour donner une vision de ce qu'on a comme parc, de l'innovation dans laquelle on est, puisqu'on est toujours en réflexion et c'est aussi notre ADN sur qu'est-ce qui peut demain répondre aux difficultés sociétales et à mieux accompagner les plus fragiles. Pour faire ce développement, on s'appuie sur des produits de finances solidaires et tous les produits de finances solidaires qu'on a sont labellisés Finansol. Alors Finansol, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le label Finansol, c'est en fait un label qui provient d'une association qui s'appelait Finansol, qui s'appelle FAIR aujourd'hui, FAIR, Financer, Accompagner, Impacter, Rassembler, qui a changé de nom parce qu'elle promeut aujourd'hui et elle coordonne à la fois la finance solidaire et la finance à impact. C'est un spectre du coup qui s'agrandit, qui permet d'avoir encore plus de capacité à faire avancer justement nos causes sociétales. Donc, Habitat et Humanisme fait partie de FAIR, de l'association FAIR. On était pionniers au niveau de Finansol, présent au départ. On est au conseil d'administration. Je représente Habitat et Humanisme au conseil d'administration. Et ce qu'on peut dire, c'est que la finance solidaire a plutôt le vent en poupe. Il y a un bon développement. On voit les quelques chiffres là qui sont sur la slide. Plus 33%. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parts d'activité ou même de parts de gestion financière où on peut constater une telle croissance. Nous, ce qu'on voit à Habitat Humanisme, la croissance, elle est à la fois due par la demande, c'est-à-dire le souhait de tout un chacun de pouvoir investir dans quelque chose qui est de proximité, où on voit à quoi ça sert, où on a une réelle utilité. Et puis, il y a aussi cet engouement par l'offre, c'est-à-dire qu'au niveau du monde financier, la loi Pacte a poussé chacun à plus se tourner vers le solidaire. Et voilà, tout ça nous conduit à ces progressions importantes. Le label Finansol, c'est justement ce qui permet de reconnaître c'est quoi la finance solidaire et en quoi je peux avoir confiance, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a été vérifié que le produit est un produit de finance solidaire. Le label Finansol, il montre à la fois la transparence et la solidarité du produit. Et la solidarité, elle peut être donnée notamment par 2 aspects, par le fait que le produit, c'est-à-dire les fonds qui sont collectés, vont vraiment servir des projets solidaires, c'est la destination. Et un deuxième critère de solidarité, c'est le fait qu'il y a à l'intérieur du produit un mécanisme de partage, notamment de partage de performance qui va à une association et qui va donc aider une cause sociétale. Donc voilà ce que vérifie le label Finansol. L'ensemble de nos produits sont labellisés Finansol pour avoir justement ce gage de confiance et de transparence. Voilà. Merci. Sur les grandes lignes. Je vais donc laisser la place. Parfait. Merci beaucoup, Lydie. Du coup, Lydie Crépé, responsable du développement des ressources d'habitat et humanisme. Et du coup, on part du côté de Bordeaux. On va voir Paul Ajus, qui est le relais financier Gironde d'habitat et humanisme. Paul, c'est à toi pour nous montrer l'exemple de quelqu'un qui a les mains dans le cambouis. Merci François-Xavier. Lydie et David aussi, je le précise. Voilà. Mais Paul plus localement, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, bonjour à tous d'abord. Voilà, moi je suis ici, je fais partie de l'équipe du pôle financier d'Habitat Humanisme Gironde. Et voilà, mon rôle, il est double. C'est d'une part de recevoir des personnes qui veulent investir dans notre foncière ou faire des dons ou des legs. Un petit peu, pas pour les inciter forcément à le faire, mais pour vérifier que leur projet corresponde bien, enfin que ce qu'ils veulent faire corresponde bien à leur désir, à leurs souhaits.
Voilà, il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui voulait investir 150 000 euros et qui n'était pas imposable, donc il n'avait aucun intérêt financier à investir. Voilà, il fallait évaluer avec lui si c'était bien raisonnable ou pas. Ensuite, l'autre facette de ma fonction, donc avec deux, trois autres personnes, c'est de rechercher des mécènes ou des gens qui peuvent faire des dons, voilà, pour voilà, assurer, élargir l'assise financière de l'association. Donc, Habitat et Humanisme Gironde a été créé en 1993. Donc, actuellement, nous avons 145 logements, dont ce qu'on appelle une pension de famille, c'est-à-dire une pension de famille, c'est un ensemble de logements pour des personnes le plus souvent seules et, voilà, et en grande difficulté. Donc, autant de familles logées. Géographiquement, on est à 85% sur la métropole de Bordeaux, 15% sur le sud Gironde. Voilà. Sinon, l'association compte 60 bénévoles et 10 salariés. Et nos ressources financières proviennent à 60% des produits locatifs, c'est-à-dire les loyers que payent nos résidents, 30% de subventions et le reste, évidemment, ce sont des dons. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de vous parler comment dire, de vous présenter Bordeaux un petit peu, vous montrer quelque chose que l'on a déjà fait. Hein. Alors, oui, pardon. D'abord, les logements, les 145 logements. Donc, vous voyez qu'il y en a 46% qui sont des logements dont nous sommes locataires, qui nous sont confiés par des propriétaires solidaires, donc qui consentent un loyer social bien inférieur au loyer de marché et que nous relouons à nos bénéficiaires de notre association. Donc, il y a 14%, donc il s'agit de cette fameuse pension de famille. Donc, il y a 19% qui sont des appartements qui appartiennent à notre société foncière. Il y a 4% d'appartements, enfin de logements qui nous ont été confiés en donation temporaire d'usufruit. Et enfin, il y a 17% de logements qui nous sont loués par des bailleurs sociaux et que nous relouons donc aux personnes qui viennent nous voir. Alors, Bordeaux, donc là j'ai entouré en rouge, un petit peu mentionné le centre de Bordeaux, et puis en dessous ensuite le Talence, hein, qui est une commune limitrophe, et donc la pension de famille, la maison Saint-Fort, elle est située donc au bout de la flèche jaune, là, vous voyez, c'est-à-dire vraiment dans le centre de Bordeaux et dans un quartier, disons, assez bourgeois. Hein. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, cette pension de famille, elle a été construite en 2011. Voilà, vous la voyez là dans l'ovale rouge. Là. Donc, cette pension de famille, au départ, elle avait rencontré pas mal d'opposition de la part des riverains, puisque les gens du quartier s'inquiétaient de voir une population fragile à leur porte. Également, difficulté avec une école privée qui était en face, et pour la même raison, ils avaient peur pour leurs élèves. Donc, depuis, ça s'est arrangé, puisque certains des riverains sont devenus bénévoles à la pension de famille et d'autres, enfin, Habitat Humanisme, et d'autres, enfin, l'école privée en question nous emprunte souvent notre salle pour des réunions. Voilà. Donc là, vous avez des photos un petit peu de ce à quoi ça ressemble. Hein. Ce sont des logements sur rez-de-chaussée et premier étage, plus des locaux communs, cuisine, salle de réunion, etc., plus un jardin. Voilà, vous voyez le jardin sur la droite et un de nos résidents qui va sûrement faire un tour à vélo. Voilà, donc cette pension de famille, c'est 21 logements. Il y a sinon 2 travailleurs sociaux qui sont à plein temps sur place pour organiser et voilà, assurer le fonctionnement quotidien de la maison. Voilà, donc là, ensuite, nous passons, donc ça, c'était ce que nous avons réalisé en 2011, et maintenant, sur Talence, donc vous voyez sur le cercle rouge, pas plus dans le centre de Bordeaux, mais pas très loin, c'est-à-dire près du domaine universitaire de Bordeaux, nous avons 2 projets. Donc, le premier, c'est la résidence Château-Gardère, voilà, qu'on va voir sur la slide suivante. Alors, Château-Gardère, c'était... comment dirais-je, un petit château avec au bout de la flèche rouge, là, avec sur un terrain de presque 1 hectare,
qui avait été donné à la commune de Talence en 1920, je crois, pour servir de résidence des personnes âgées. Donc, ça l'a été pendant pas mal de temps, puis c'est devenu obsolète. La mairie a construit un nouvel EHPAD voilà, récent et aux normes, et donc le château était un petit peu en décrépitude et commençait à voilà, servir de dépôt pour les vieux meubles et risquait un petit peu de se dégrader complètement, et la mairie ne savait pas quoi en faire. Donc, la mairie de Talence a accepté, avec laquelle nous avons pris contact, a accepté de nous le céder en bail à réhabilitation pour 60 ans et pour un loyer symbolique. Voilà. Donc, voilà, on peut aller sur la slide suivante pour voir de quoi ça a l'air. Voilà, donc c'est ce bâtiment-là dans lequel nous allons faire 1,5 million de travaux à peu près. Et voilà, ça c'est l'arrière. Donc il y aura 15 logements, donc une douzaine pour des personnes âgées, mais qui ne relèvent pas encore de l'EHPAD, et comment dire, trois logements pour des étudiants, normalement des étudiants dans le domaine sanitaire ou social. Hein. Voilà, et que dire là-dessus? Nous avons voilà, ça c'est un petit peu les panneaux de chantier. Donc là, pour cette opération, le budget est à peu près bouclé. Hein, il nous reste à trouver des fonds pour l'aménagement, les meubles, etc. Voilà, ça c'est le maire de Talence à gauche qui remet les clés de la maison à Bernard Devers, notre président national, à droite. Et on voit à l'arrière Bruno Martin avec ses lunettes, qui est le président de Habitat Humanisme Gironde. Voilà, donc ça, pour cette résidence, les travaux vont commencer le mois prochain et on espère que ça entrera en service à peu près dans 1 an. Voilà, donc voilà de quoi ça a l'air un petit peu. Enfin, on peut passer là, ce sont des plans, enfin, je ne suis même pas sûr que ce soit les plans définitifs, mais c'était des plans préliminaires pour cette résidence intergénérationnelle. Donc, toujours à Talence, nous allons un petit peu plus loin, mais à peine, créer une pension de famille, une nouvelle pension de famille. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, il s'agit de l'ancienne ferme d'un château qui était tout proche et qui appartenait à 2 familles. Donc, une des familles a gardé un logement sur la rue et tout le reste, donc la totalité du logement d'une des 2 familles, plus la majeure partie de ce que possédait l'autre famille, nous a été cédé donc au mois de juillet dernier. Donc, c'est la foncière Habitat Humanisme qui l'a acheté. Et là-dedans, nous allons réaliser une pension de famille de 20 logements, en fait. Voilà. Que dire, voilà, ça c'est un petit peu ce qui ne nous appartient pas, qui est sur la rue. Voilà, donc là c'est pas mal placé du tout parce que c'est on parle d'une extension du tram ou d'un bus à haut niveau de service qui vont passer juste devant sur cette avenue. Il y a un lycée hôtelier en face, il y a la piscine, voilà. Et donc cette ancienne ferme va être rénovée en gros de cette façon-là. Là aussi c'était des plans, une esquisse, un préliminaire. Hein. Voilà, donc on va avoir sur cette pension de famille, il y a 734 mètres carrés habitables sur une parcelle de 1600 mètres carrés. Voilà. Ah oui, je souligne que les familles qui nous ont cédé ce bien avaient des propositions de promoteurs et ont préféré que leur bien serve à quelque chose, voilà, et ont préféré nous le céder à nous à un prix voilà, un petit peu moindre que ce que pouvaient leur proposer les promoteurs. Ce dont on les remercie bien sûr. Voilà, en dehors des 734 mètres carrés habitables, il va y avoir 160 mètres carrés d'espace collectif, un jardin, etc. Hein. Donc là, il est prévu aussi donc, une vingtaine de logements, plus 3 logements pour des étudiants aussi comment dirais-je, en sanitaire et social. Et il y aura, comme dans l'actuelle maison de pension de famille, il y aura 2 travailleurs sociaux à demeure. Pour cette pension de famille, on a pratiquement bouclé le budget. C'est un budget de 2 700 000 euros. Voilà, la foncière amène 838 000 de fonds propres. On espère on est presque sûr d'avoir 665 000 euros de subvention. Il y a 937 000 euros de prêts.
et on est en recherche de 300 000 euros de mécénat. Voilà, si vous avez des adresses d'entreprise à les visiter pour que nous les sollicitions et pour qu'elles remplissent leur rubrique RSE, voilà, ça sera avec plaisir. Et puis ensuite, voilà, il faudra assurer le financement de l'immobilier. Voilà. Ensuite, le gros challenge, en dehors de l'aspect financier, ça sera de recruter des bénévoles, parce qu'évidemment, comme Lydie vous l'a dit tout à l'heure, on ne loge pas simplement les gens, on les accompagne. Donc, autant on développe nos capacités de logement, autant il faut recruter de nouveaux bénévoles. Voilà ce que je pouvais dire sur nos réalisations actuelles. Merci beaucoup, Paul. Et puis, du coup, l'appel est lancé pour 300 000 de mécénat pour finir ce beau projet du côté de Bordeaux. Voilà, donc là, on a passé Habitat Humanisme, un peu la présentation, le lien avec Finansol. Ah oui, Alors, Bénédicte, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Du coup, il a dit quoi? Non. Par contre, pour courir, ça va être compliqué. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait couper le micro de Bénédicte, s'il vous plaît? Il faut que tu y ailles vraiment au tout début d'après-midi, à 15h, 2h après manger, quoi. Moi, je vais faire ça aussi, mais… Bénédicte, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ou Lydie, est-ce que Olivia, tu peux lui couper le micro, sinon? Je me retrouve au fond, je me rends compte qu'en fait, je ne me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne beaucoup. En bas, il y a une famille qui était là. Alors, sauf que je n'ai pas la main pour lui couper le micro. Hop. Allez, on est bon, parfait. Merci beaucoup. Du coup, merci. Alors, j'en étais à remercier Paul. Merci beaucoup pour avoir pour cet appel donc lancé sur le mécénat donc de 300 000 euros pour essayer de boucler ce projet et finir ce projet. Pour ce qui est donc de l'application à la gestion de patrimoine, donc on va voir un petit peu ce qui peut être fait en matière de gestion de patrimoine et comment intégrer du coup les outils financiers qui sont mis à disposition des investisseurs et des conseillers en gestion de patrimoine par Habitat Humanisme pour les intégrer à une gestion de patrimoine cohérente, puisque Paul le disait, ils ne prennent pas les investissements de tout le monde, ils prennent les investissements de gens qui ont un intérêt également sur le plan patrimonial. Voilà, on n'est pas là pour investir sans réfléchir, bien au contraire. Chez Habitat Humanisme, je pense qu'ils ont pu nous le prouver. Alors, tout à l'heure, nous parlions des foncières et Lydie nous parlait notamment des foncières. Donc, on va vous présenter aujourd'hui l'une des foncières, donc labellisée Finansol, comme tous les produits d'Habitat Humanisme, qui est Entreprendre pour humaniser la dépendance. Donc, il y a 2 véhicules chez Habitat Humanisme qui peuvent être utilisés dans de la gestion de patrimoine. Ce sont 2 foncières. La première s'appelle la foncière d'Habitat Humanisme. C'est la plus ancienne, c'est la plus importante. C'est une foncière qui a une petite revalorisation annuelle du prix de sa part. Et il y a cette deuxième foncière qui est Entreprendre pour humaniser la dépendance, qui est celle même sur le plan de l'économie sociale et solidaire qui a presque le plus de sens, alors sans mettre un grade entre les deux, mais c'est une foncière où quand on investit dedans, on sait que quoi qu'il arrive, le prix ne va pas varier à la hausse. Vous mettez 10 000 euros, vous récupérerez 10 000 euros. C'est le statut qui est comme cela, c'est la forme sociale de cette foncière qui est faite comme cela. L'impact premier que va avoir quelqu'un en investissant dans cette foncière, c'est avant tout un impact social. Donc là, on est vraiment dans l'économie sociale et solidaire. Et il faut également se dire que dans une foncière, lorsqu'on investit 1 euro, derrière, comme la foncière va emprunter, va faire un effet de levier, on sait que l'impact derrière, il est de 3 à 4 euros pour l'investisseur. Donc ça a un impact qui est extrêmement fort pour le coup, tout en restant quand même un investissement immobilier qui est relativement prudent, parce qu'en plus, il est quand même soutenu d'une façon assez forte par les pouvoirs publics. La foncière Entreprendre pour humaniser la dépendance, c'est donc une foncière qui est spécialisée dans les seniors et dans l'hébergement des seniors, donc à faibles ressources. On est sur une foncière qui, pour un investisseur, permet d'obtenir 25% de réduction d'impôt lorsqu'il investit dans la foncière. 25% de réduction d'impôt qui vont compter dans le plafond global des niches fiscales. Donc, ça veut dire qu'un foyer fiscal ne peut pas obtenir plus de 10 000 euros de réduction d'impôt avec un investissement dans cette foncière. Et attention, 10 000 euros qui vont avec les réductions d'impôts pour emploi à domicile, pour voilà, toutes ces choses-là qui rentrent dans le plafond des niches fiscales. Donc, il faut être extrêmement prudent.
il y a également la possibilité d'investir dans ces foncières au travers des PEA. Certains le font. Attention, c'est souvent ce que je répète à mes clients, c'est fromage ou dessert, ce n'est pas les deux. Si on investit dans un PEA, c'est généralement pour un avantage fiscal à la sortie, puisqu'on a une fiscalité qui est douce sur les plus-values. Là, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de plus-value à la sortie, donc pas de fiscalité sur les plus-values. Et on n'a pas d'avantage fiscal à l'entrée si on investit via un PEA. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Et voilà, se dire que là, on est sur un investissement qui doit être conservé au minimum 5 ans pour obtenir donc les 25% de réduction d'impôt. Ce que je fais habituellement, moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, quand je conseille cette foncière à des clients, je le conseille à des clients qui ont aussi envie de faire une certaine répétition et le faire d'une façon annuelle, qui sont dans une logique long terme. Et l'intérêt, c'est de se dire, par exemple, chaque année, on va mettre 10 000 euros dans cette foncière. Si jamais vous faites ça pendant 10 ans, c'est quand même quelqu'un qui, à terme, aura quasiment 100 000 euros investis dans une foncière de ce type. Ça aura permis d'obtenir donc 2 500 euros de réduction d'impôt par an. Donc, sur 100 000, ça fera à peu près 25 000 en supposant que les 25% soient prolongés. Donc, ça a un intérêt dans une idée de récurrence auprès d'un client. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le propose régulièrement à mes clients. Si jamais vous avez des questions, j'ai le chat ouvert devant moi, donc je verrai vos questions. N'hésitez pas. Autre solution, les fonds communs de placement. Je sais que les fonds communs de placement d'Habitat Humaniste sont très bien référencés, si je ne me trompe pas, chez LCL principalement, et on peut également les souscrire via les comptes titres et les PEA. Là, on est vraiment dans l'idée de se dire, j'ai une allocation, et dans cette allocation, je peux y intégrer un fonds de partage. C'est un fonds de partage qui est géré à 90% d'une façon prudente et à 10% qui est investi dans les foncières desquelles nous venons de parler juste avant. Et il y a à la fois un partage des frais de gestion entre la société de gestion et Habitat Humanisme et un partage de la performance. Ça, c'est une façon simple d'intégrer un bout de fonds de partage dans une allocation financière pour des clients. Ça, c'est vraiment, pour le coup, ultra facile et ultra simple. Et c'est intellectuellement, ça se comprend extrêmement facilement, je trouve, pour des clients. La philanthropie. Alors, la philanthropie, c'est quand même quelque chose qui peut être une stratégie patrimoniale à part entière. J'accompagne, moi, aujourd'hui, des familles qui ont des besoins en matière de philanthropie et qui ont besoin, en fait, de gérer les différents dons qu'ils font. C'est-à-dire que quand on a des dons importants qui représentent parfois plus que la limite qui est de 20% du revenu imposable pour que ça soit déductible à l'impôt sur le revenu, j'ai des familles qui me demandent d'optimiser entre réduire l'impôt sur la fortune immobilière, réduire l'impôt sur le revenu et parfois même suivre le report qu'ils ont d'une année à l'autre parce qu'ils dépassent très largement les 20% du revenu imposable. Donc, on peut avoir des stratégies même familiales où la philanthropie, ça peut être la création d'un fonds de dotation, ça peut être, voilà, il y a une vraie stratégie qui peut être liée à la philanthropie. Donc, il ne faut pas oublier qu'Habitat Humaniste, c'est aussi une association qui reçoit des dons, qui permet du coup d'avoir des réductions d'impôts qui sont dans les limites que nous avons vues. Et en gestion de patrimoine, il y a souvent quelque chose qui est oublié, c'est la possibilité également de faire du don de titres. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister aujourd'hui. Quand vous avez des clients ou que vous-même, vous avez des comptes titres où il y a des plus-values, il est possible de donner directement ces titres à des fondations ou à des associations. C'est quelque chose qui permet de purger l'impôt de plus-value. On oublie la fiscalité sur la partie plus-value et on obtient un don et donc une réduction d'impôt qui est de la valeur des titres donnés au jour du don. Donc, si jamais vous avez investi 10 000 euros à l'époque, aujourd'hui vos titres en valent 20 000, vous économisez, vous ne payez pas la fiscalité sur les 10 000 euros de plus-value et vous obtenez une réduction d'impôt sur les 20 000 euros donnés. Ça, c'est quelque chose qui est hyper efficace. Attention, pour l'avoir vécu, il faut bien se renseigner auprès des services titres des fondations et associations en amont, parce que certaines fondations et associations refusent certains titres. J'ai eu le cas avec une famille et une fille qui avaient reçu des titres Philip Morris. Philip Morris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros cigarettier mondial. Une cigarette sur 10 fumée dans le monde, c'est du Philip Morris. Autant vous dire que quand la fondation a vu les titres Philip Morris arriver, ils ont dit « nous, on n'en veut pas ». Donc, c'est pour vous dire, il faut bien se renseigner en amont, faire attention. Et la réduction d'impôt, je le signale, ne fonctionne que pour l'impôt sur le revenu et pas pour l'impôt sur la fortune immobilière. On va parler de gratifier ses proches également, puisque ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes, extrêmement faisables et qui commencent à être de plus en plus connues également. Le fait de se dire qu'au travers d'un testament, donc au travers d'un legs, il est possible de désigner des fondations.
et des associations, et Habitat Humanisme en fait partie. On a pris un cas enfin, on a pris un cas, en tout cas, c'est des slides qui ont été très bien faits par Habitat Humanisme d'ailleurs, hein, desquels je me sers, je tiens à le souligner, qui à mon avis peuvent aussi servir en rendez-vous à des conseillers en gestion de patrimoine, je dis ça comme ça. Si jamais il y en a qui nous écoutent, je sais qu'ils sont nombreux. En tout cas, par exemple, lorsqu'on présente effectivement la possibilité de faire des legs, ça se pose notamment cette question pour les personnes qui n'ont pas d'héritier direct. Alors, je sais que j'ai des personnes en face qui ne sont aussi pas conseillers en gestion de patrimoine, donc je vais m'adapter à tous. En France, lorsqu'on a une succession, il y a, lorsqu'on a des enfants, une réserve héréditaire, donc une obligation de gratifier ses enfants d'une partie de sa succession, et ils ont des droits de fiscalité qui sont modérés, qui correspondent au lien qu'il y a entre la personne décédée, par exemple un père, une mère, et l'enfant qui va recevoir les fonds. Il y a aussi un cas qui est le cas présenté à l'écran où il n'y a pas de lien direct, c'est-à-dire une personne qui n'a pas d'héritier direct, pas d'enfant, pas de frères et sœurs, pas de cousins, et qui du coup a une liberté de faire ce qu'il veut de son patrimoine. Il n'y a pas d'obligation légale à transmettre à une personne en particulier son patrimoine. Donc dans le cas présent, c'est par exemple quelqu'un qui a une maison qui vaut 100 000 € et qui décide par un testament de dire je cède cette maison à mon voisin, qui est finalement la personne la plus proche de moi, non pas sur le plan géographique, mais peut-être sur le plan moral, parce que, par exemple, pendant 30 ans, ça a été mon ami, c'est quelqu'un qui m'a aidé, j'ai envie de lui céder ma maison. Première possibilité, je fais un testament et je lui dis, je donne ma maison à mon voisin, elle vaut 100 000 €, globalement 60 000 € de fiscalité laissée à l'État et 40 000 € qui seront reçus par le voisin une fois qu'il aura vendu la maison ou qu'il aura payé les frais de succession. Autre possibilité, faire ce qu'on appelle un legs universel avec charge à Habitat Humanisme. Le principe, c'est de dire quoi? C'est de dire je désigne Habitat Humanisme comme bénéficiaire de ma succession, à charge à Habitat Humanisme de remettre 40 000 € à mon voisin, qui est la somme qui aurait été reçue de toute façon par le voisin. L'intérêt, c'est quoi? C'est de flécher une partie de son patrimoine, enfin une partie de son patrimoine successoral, vers des causes qui nous tiennent à cœur. Dans le cas présent, Habitat Humanisme, sur 100 000 € légués, reçoit à peu près 35 000 €, paiera 23 000 € de fiscalité à l'État, mais sur la part qui est reçue par Habitat Humanisme est totalement exonérée de frais de succession. C'est pour ça qu'il y a ce partage qui est fait et au final, la personne que l'on veut gratifier reçoit bien les 40 000 €. Attention, il faut que ça soit dans des proportions correctes. Je le signale parce qu'il y a des petits malins qui ont voulu jouer et qui ont désigné des fondations qui, par exemple, avaient 100 000 € à transmettre et ont désigné la fondation, et la fondation recevait 5 000 € et le voisin 95 000. On est à peu près dans ces idées-là. Ça ne fonctionne pas. Il faut être dans une vraie intention de transmission à une fondation et de récompenser certaines personnes. Il ne faut pas abuser, bien évidemment. Attention également dans la façon de laquelle c'est rédigé. Là aussi, contacter les fondations en amont, contacter un notaire pour que ça soit bien rédigé. La SPA, notamment, se retrouve avec un nombre de dons chaque année de biens immobiliers, avec par exemple des personnes qui font un testament, ce qu'on appelle holographe, hein, sur un papier, en disant « je veux que cet appartement ou cette maison serve à abriter des animaux ». Sauf que du coup, la SPA, elle a peut-être envie de faire autre chose d'un bien immobilier qu'elle reçoit que d'abriter des animaux dans ce bien immobilier. Donc c'est pour vous dire, il faut faire attention à la façon de laquelle sont rédigés les testaments. Je vais avancer parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les dispositifs précédents et je vais finir sur le dispositif qui est le dispositif propriétaire et solidaire, duquel parlaient également Lydie et Paul. Le dispositif propriétaire et solidaire, c'est, on va dire, deux cas. Soit des personnes ont déjà des biens immobiliers et ces biens immobiliers, ils décident de les mettre en location, non pas auprès d'une agence traditionnelle, mais justement auprès d'Habitat Humanisme, du coup une agence immobilière à vocation sociale qui va permettre d'héberger des personnes qui correspondent à des critères qu'on appelle très sociaux, c'est-à-dire des personnes qui globalement ont un prix au mètre carré qui est extrêmement faible pour la location et surtout qui ont des ressources qui sont extrêmement limitées et qui globalement, si elles vont dans une agence pour louer un appartement, leur dossier ne passera absolument jamais. L'intérêt, c'est quoi? C'est avant tout un intérêt pour le propriétaire de se dire qu'ils vont loger, qu'ils vont permettre de loger des personnes qui n'auraient peut-être pas eu accès à un logement d'une façon traditionnelle. Et à côté, il y a aussi quand même, donc, outre l'accompagnement d'Habitat Humanisme qui va gérer l'appartement, il va également y avoir un abattement fiscal de 85% des revenus. Ça veut dire qu'un propriétaire qui a des revenus fonciers issus de ce dispositif-là, alors de mémoire c'est la loi COS qui permet ça, ne va déclarer que 15% des revenus. Alors c'est quand même quelque chose qui, quand on connaît la fiscalité des revenus fonciers, est quand même un avantage majeur. C'est quand même
absolument énorme. Autre possibilité, c'est de laisser l'usufruit. Paul en a parlé tout à l'heure, c'est la donation temporaire d'usufruit. C'est j'ai un appartement, je vais confier pendant 10 ou 20 ans, là je vais donner l'usufruit à Habitat Humanisme et Habitat Humanisme va gérer pendant 10 ou 20 ans cet appartement. Là, l'intérêt, bien évidemment pour le propriétaire, c'est le côté social, c'est aussi un côté fiscal puisque ça va sortir de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière s'il y est. Dernière possibilité, il y a également la possibilité d'accompagner les investisseurs avec Habitat Humanisme sur l'achat d'appartements. Alors, c'est souvent ce que je dis à mes clients, Habitat Humanisme, ils ne vont pas loger des gens ailleurs que là où vous auriez envie de vivre. C'est bien évidemment des biens qui sont de qualité, qui sont bien situés, qui sont dans des zones tendues. Un squat dans le fin fond de la Creuse, ça ne les intéresse pas. Bah, vous non plus. Et les locataires non plus potentiels. On va aller sur des biens, comme les a montré Paul, des biens de centre-ville, dans des zones tendues, où il y a un besoin de location et où il y a même une qualité architecturale et quelque chose qui finalement peut être un investissement qui, en tout cas sur le plan capitalistique, sera quelque chose de tout à fait intéressant pour les clients. Dans le cas présent, derrière, à nouveau, il peut y avoir un accompagnement sur la rénovation du bien immobilier et derrière sur la location. Voilà pour ce qu'on pouvait dire d'intégrer ces stratégies dans de la gestion de patrimoine. Il y a vraiment les foncières avec une idée de défiscalisation possible à l'entrée, les fonds de partage pour diversifier les allocations et quelque chose qui est beaucoup plus immobilier pour le coup avec le dispositif propriétaire et solidaire. Voilà, j'espère en tout cas que cet échange, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger à la fois avec Habitat Humanisme, à préparer ce webinaire et à échanger avec vous et j'espère que vous aurez de nombreuses questions à poser à Habitat Humanisme, hop, à qui je vais céder la parole. Nous revoilà. Est-ce que vous avez des questions? J'en vois. Merci François-Xavier, très clair. Bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que ça a été le cas. Je vois Emmanuel de Lustel qui s'est également connecté, qui était au rugby ce matin, qui est Habitat et Humanisme du côté du Finistère, si je ne me trompe pas. Morbihan. Morbihan, pardon. Voilà, donc nous avons également, voilà. Alors, je vois qu'il y a une question de Simon. Une convention est-elle à mettre en place? Si oui, comment faire? Et ça, je sais que c'est David qui va répondre. Merci François-Xavier. Donc oui, en effet, vis-à-vis de EHD, on propose un conventionnement, un contrat d'apport d'affaires. Donc je vous invite à me contacter à la suite de ce webinaire et on organisera les choses ensemble. Tu peux peut-être mettre tes coordonnées dans le lien, dans le chat. Pour EHD, donc c'est Entreprendre pour humaniser la dépendance. Hein, c'est la foncière de laquelle je parlais au début. Ouais. Voilà, qui du coup n'a pas de revalorisation et qui enfin on peut le dire, hein, qui permet en gros d'obtenir de mémoire à peu près 3% quand on est conseiller en gestion de patrimoine de rétrocession. Voilà. Exactement. Vis-à-vis, juste pour rebondir sur la foncière, et ce que tu disais vis-à-vis de l'opportunité aussi cette année de penser à cette solution solidaire et immobilière qui ouvre droit à réduction d'impôt, c'est que le plafonnement des niches fiscales a été augmenté spécifiquement pour les foncières solidaires de 3 000 €, donc le portant à 13 000 cette année. Donc finalement, même pour des personnes ayant atteint justement ce plafonnement des niches fiscales, même si derrière il y a des possibilités de report, on peut optimiser avec 3 000 € supplémentaires de réduction d'impôt, donc 12 000 € d'investissement dans notre foncière. Super, bah, écoute, c'est effectivement très intéressant et ça évitera d'aller chercher du Girardin pour aller chercher les surplafonnements ou des Sofica. Vraiment, si vous voulez perdre du pognon, n'hésitez pas, faites des Sofica, c'est fait pour. Autre question de Audrey Corcos, journaliste à Foodie Magazine. Merci d'être là. Maëlle, juste, est-ce que tu peux couper ton micro? Excuse-moi. Merci beaucoup, Maëlle. Question d'Audrey. Bonjour. Pas de souci, t'en fais pas. Est-ce qu'un investissement pierre-papier serait possible à l'avenir pour des épargnants privés? Et je vous remercie également pour cette présentation. Est-ce qu'à votre avis, de la pierre-papier, donc ça serait plutôt une forme? Alors, il y a les foncières. Je pense que quand on parle de pierre-papier, on parle de SCPI plutôt. Est-ce que c'est un format auquel vous êtes déjà intéressé chez Habitat Humanisme?
Alors, je ne sais David, pas oui. si tu veux que je commence, David, mais sur cette partie-là, pierre-papier, pour l'instant, on a nos foncières, c'est une forme de pierre-papier, sauf qu'en forme juridique, on n'est pas sous SCPI, on est sous foncière, hein, mais on est pour l'instant sur ce schéma-là juridique qui est de l'investissement pierre-papier, c'est-à-dire qu'on investit en dématérialisé et on est 100% sur de l'immobilier. C'est ça. Voilà. D'un point de vue gestion de patrimoine, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, c'est de la pierre papier. La foncière, c'est vraiment de la pierre papier. Ça correspond à la définition. Il y a cette liquidité. Alors, cette liquidité qui dépend aussi du fonds qu'il y a derrière, mais on est tout à fait dans la définition de la pierre papier, absolument. Autre question, existe-t-il des correspondants locaux dans toutes les régions? Et cette question nous vient de Lyon. Merci, Lucille. David, tu veux répondre? Donc oui, on a aujourd'hui, on couvre 80 départements sur le territoire, donc on est en capacité, nous à la fédération, de vous accompagner sur les thématiques patrimoniales. On est aujourd'hui 2 dans l'équipe, en plus de Lydie Crépet pour répondre à vos questions et vous indiquer voilà, de quelle manière aussi on peut aider à la présentation des solutions d'investissement solidaire qu'on peut proposer. Et puis, dans chaque région, des relais financiers à l'image de Paul Ajus qui nous a fait le plaisir de partager son expérience sont aussi disponibles. Et des manuels, et pardon. Des manuels. Je n'ai pas vu arriver. Et puis, on a des présidents aussi assez actifs dans chacune de nos associations avec beaucoup de projets aussi dans lesquels vous pouvez vous inscrire et dans lesquels on peut partager des événements liés aux inaugurations, liés à des visites privées de chantier et qui peuvent vraiment te permettre de se rendre compte de manière concrète où va l'argent et quel sens on lui donne. Et David, si je peux me permettre de compléter, il faut aussi mentionner les notaires bénévoles, puisqu'on a, alors pas dans l'ensemble du territoire, mais dans une vingtaine d'associations, en particulier dans le Morbihan, donc un notaire bénévole. Et l'expérience montre que c'est très utile parce que c'est un notaire en proximité. Donc, ce n'est pas juste passer un coup de fil avec quelqu'un qu'on ne va jamais rencontrer, mais ça peut être quelqu'un qu'on peut concrètement rencontrer et poser des questions très, très concrètes. Ouais, on a cette chance d'avoir un groupe d'une vingtaine de notaires bénévoles qui servent à l'accompagnement de nos associations sur les questions immobilières qu'on traite, tant du point de vue du foncier que du point de vue du dispositif propriétaire et solidaire qui est assez technique, vous l'avez vu, mais qui est très intéressant, mais aussi du point de vue des sympathisants ou derrière des clients, de vos clients qui poseraient des questions, notamment sur les biais liés au droit de la famille ou au droit fiscal. Autre question. Alors, pour info, il y a quand même beaucoup de remerciements. Hein. Merci à vous d'avoir participé à cet événement, à ce webinaire. Autre question, existe-t-il des spécificités en termes d'IFI, d'impôt sur la fortune immobilière? Est-ce que les foncières sont soumises à l'IFI, par exemple? C'est une bonne question, mais je crois que oui. Il faudra que je vérifie, mais il me semble qu'il n'y a pas de distinction particulière sur nos foncières. En revanche, les foncières, elles sont en dehors, peut-être bien comprendre, elles sont en dehors du patrimoine taxable à l'IFI, c'est-à-dire que quand on fait cette déclaration IFI et qu'on met la partie immobilière, nos 2 foncières n'en font pas partie, hein, donc on n'a pas à les déclarer en termes de patrimoine taxable à l'IFI. Et sur la partie donation temporaire d'usufruit, c'est là où vraiment, on va dire, on peut agir pour faire baisser cette assiette taxable, puisque la donation temporaire d'usufruit, outre le fait de ne pas avoir du coup de revenus fonciers assujettir à l'impôt sur le revenu, l'enlève de cette assiette taxable. Merci beaucoup. Et on a une autre question, parce qu'on a des CGP dans les DOM, et notamment un. Julien, est-ce que vous êtes présent justement dans les DOM? Lydie, tu réponds. Alors non, aujourd'hui, on n'est pas présent dans les domaines de territoire et dans les TOM et dans les DOM. On est présent en dehors de France. On a une association au Luxembourg et une en Belgique. Voilà. Mais sinon, on est quand même très présent sur le français en majorité et il y a tellement de besoins là qu'on se concentre là aujourd'hui. Très bien, très clair.
Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je n'en ai pas d'autres pour le moment. Si jamais vous voulez vous adresser directement, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour aussi. Si jamais vous voulez vous parler, je ne fais pas forcément l'intermédiaire. Bon, ben voilà. Merci les AFR, merci Habitat Humanisme. Bon, merci FX, je prends en passant. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'organisation. Bon, ben écoutez, je vous propose de clôturer là. On aura tenu un format de 50 minutes. Merci à vous d'être intervenus et très belle journée à tous. C'est super. À très bientôt, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci aux AFR. Une très À la belle prochaine. période, en tout cas. Merci. Merci. Au revoir. À Merci, bientôt. Fosette. Merci. Au revoir.